Salut les marques, salut les Smart et bienvenue dans ce nouvel épisode de Catch Up, votre podcast qui transpire le catch. Nous analysons ensemble les shows de la WWE. Aujourd'hui, nous allons analyser le Monday Night Raw du 9 décembre et il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Et pour en parler, j'ai avec moi Chris. Salut Chris. Salut les gars, salut peuple de catch-up. Et on change pas d'équipe qui gagne puisque bon. Kyrias est là également. Salut à tous On et est en bienvenue mode, dans Catch Up. on est en mode trios, à la mexicaine. C'est vrai que King les Mask. Mexicains, ils ont un truc avec ça, les trios quoi. Ah bah il y a carrément des ceintures trios championship. Est-ce qu'on verra ça un jour à WWE, des ceintures trios? Non, Bah, parce qu'il y a la Freebird Rules, donc c'est un peu... Voilà, il y a Freebird Rules, donc il y a eu quelques équipes comme ça qui ont tourné à 3 avec le titre. Ça c'est vraiment un truc spécifique au Mexique, ça. Ah, les spécificités mexicaines. Voilà, Ça, si, seigneur. Bon, pas de Mexicain dans cette intro. Non. Cet opener de Monday Night Raw. Au contraire, c'était très sérieux. Tout le monde était habillé en noir. Bon, il y a une petite touche d'originalité avec Rousseff qui arborait un magnifique t-shirt Donald Duck. Donc, Oui. c'était visiblement un fan de Walt Disney. Ce soir, on a tout simplement une affaire de divorce. Donc, c'est une histoire d'amour qui se termine mal. Hein. C'est assez triste quand même pour ouvrir un show. D'autant plus triste que c'est Jerry Lawler qui s'en occupe. Donc, je sais qu'à Catch Up, nous ne sommes pas très nombreux, si ce n'est pas du tout, à apprécier les qualités du King, hein, du roi, qui a l'air de s'être fait piquer par un essaim d'abeilles à chaque fois qu'il apparaît. Hein. Il est tout gonflé, hein, tout bouffi, Jerry Lawler. À la Jericho. C'est un truc avec les Jerry, je pense. Les Jerry Lawler, les Jericho, ils sont tous bouffis. Donc, il va présider tout simplement cette instance de divorce. L'ordonnance qui interdit Rousseff de s'approcher de Lana a été temporairement désactivée le temps de la soirée. C'est vrai que c'était complètement con, en fait, finalement, d'avoir fait ça et de vouloir signer les papiers du divorce, c'est pas pratique. Rousseff arrive, il a l'air plutôt heureux, il était assez taquin, assez joueur, Rousseff tout au long de cette séquence. Donc les fans sont toujours derrière lui. Lana est là, avec son avocat évidemment. Elle explique qu'avant elle aimait Rousseff, mais c'est les fans qui ne l'aimaient pas. Rousseff est un égoïste, il ne pense qu'à lui-même et à sa célébrité. Lana, elle reproche aux fans d'être la cause de la faillite de leur mariage. Et Rousseff nous balance quelques images de la semaine dernière. On s'envoie des noms d'oiseaux. Rousseff donc s'apprête à signer le papier. Donc il fait c'est bon, on s'en fout, ça commence à être chiant cette histoire. C'est vrai. Ce qui est vrai, ouais. Je sais plus comment il sort ça, mais genre ouais, tout le monde s'en fout. Ça commence à vraiment être pénible cette histoire. Bah oui, effectivement, on est d'accord. Sauf que Lana, non, c'est moi qui vais signer en premier. Voilà, ça se chamaille. Ça se bat aussi autour de la garde du chien, visiblement. Quelqu'un a offert un chien à quelqu'un d'autre. Je crois Lana a offert un chien à Rousseff. Oui, pour son anniversaire, je crois. Joyeux anniversaire, Rousseff. C'était un Rousseff Day, j'imagine. Sûrement, oui. Ouais. On parle encore évidemment de l'obsession sexuelle de Rousseff. On en remet une couche. Rousseff veut coucher partout. Lana ne voulait pas coucher partout. Ce que Rousseff veut, en fait, et finalement, c'est à la limite la seule chose qu'on veut, nous aussi, c'est un match entre deux gorilles, à savoir un match entre Rousseff et Bob Lashley. Bobby Lashley débarque. Il explique qu'il va demander en épousailles cette chère Lana. Rousseff, il en a rien à foutre. Et Lashley attaque ce dernier au moment de la signature du contrat. Ça se termine sur un beatdown et tout ce beau monde se retrouvera à TLC pour en finir, on l'espère, Enfin une bonne fois pour toutes. Chris, tu hurles enfin. Putain, quelle merde ce truc, mais quel truc. Moi, ça, c'est... Non, mais on ouvre Raw avec ça, quoi. Non, mais ça, c'est un truc à la rigueur. Première heure, bon, on nous place ça pendant 10 minutes, le temps pour nous d'aller aux toilettes et tout ça. Ça passe. Vraiment, nous coller ça en opener de Raw après le SmackDown qu'on a vécu.
Je dis non, c'est pas possible de nous mettre une bouse pareil, quoi. Bon, le seul peu, à la rigueur, là où je te rejoins, Yerem, c'est qu'il y a eu des moments un petit peu drôles avec le Rousseff un peu en mode Ranafoot, et puis Alana en mode il veut du sexe, du sexe, du sexe, du sexe. Et moi, j'ai envie de lui dire à chaque fois qu'il dit ça, Alana, j'ai envie de lui dire bah ouais, mais bon, je peux le comprendre, Rousseff Matchka, quoi, merde, Qui quoi. n'en Et veut pas? qui n'en voudrait pas du sexe dans des conditions pareilles, quoi. Mais c'était vraiment, c'était tellement mauvais, quoi. Effectivement, tout ça pour que la finalité, ça soit le match entre Rousseff et Lashley. Moi, ce qui m'intéresserait surtout de savoir, c'est qu'est-ce que vont devenir Rousseff et Lashley une fois que cette feud sera terminée, quoi, parce que j'aimerais bien voir. Oula, ça Rousseff s'appelle du très très long terme la WWE, on n'aime pas Oui, ça. je sais bien, ouais, je sais bien, ouais, je sais bien, je suis complètement à la ramasse avec ça, mais qu'est-ce que tu veux, quoi. C'est voilà, quoi. Enfin bon, après la bouffe pour chien avec le Roman Reigns, maintenant on a le droit au divorce géré par Jerry Lawler. Oh my god! Oh Kyrias, comment tu as vécu ce moment douloureux? C'est vraiment dans la douleur. Il faut savoir que dès le début de cette histoire entre Lana, Rousseff et Lashley, moi j'ai tout simplement annulé mon abonnement au network. Ah, c'était pour ça! Je me souviens dans le Discord, en interne, il avait balancé: «Ouais, genre les gars, je suis désolé, je vais mettre un petit peu en pause, là, je viens d'arrêter me désabonner». C'était à cause de ça. Ah Moi, j'ai ouais, non mais ça a été le pompon quoi. moi, j'ai Ah, jamais. droit dans ses bottes, Kyrias, hein. Ah ouais, Ah ouais ouais. du sérieux là. Il pousse ses couilles. Ouais non non, ça c'est pour dire que ce genre de segment je les apprécie vraiment pas du tout. C'est vraiment ouais c'est pourquoi encore quoi? Pourquoi on nous affiche ça quoi? On veut du catch, des trucs rigolos quoi, pourquoi pas, mais pas ça quoi. Ouais, ouais, ouais. À la limite, enfin, bon, c'était en fait, tu mettais un truc ça plus court, ailleurs qu'en opener. Ouais. OK, ça va, voilà, ça a un segment, tu aimes ou tu aimes pas, c'est du vaudeville, ça vole pas haut, mais voilà, limite, on ne peut pas ne pas avoir ça, à la WWE. Mais là, ça occupe tellement d'importance et surtout, c'était long et surtout, tu avais l'impression de retourner en arrière quand on nous rebalancé histoire de Rousseff, c'est un obsédé sexuel, alors qu'on était déjà passé à autre chose. Les mecs se sont, déjà mis sur la tronche, en fait, Rousseff et Bobby Lashley. On sait qu'ils veulent se mettre sur la tronche, donc pourquoi refaire ce segment où en fait, grosso modo, on nous recommence tout depuis le début? C'est une espèce de best of ou de worst of des 6 dernières semaines, quoi. Là, c'était genre: «Regardez, vous vous souvenez, que Rousseff était un obsédé sexuel? Vous vous souvenez que Lana, c'était une grosse psychopathe? Eh ben non, bah regardez». Et tu avais l'impression de regarder, voilà, la espèce de condensé, mais long, un long dansé de cette storyline. Ah ouais, c'était long, c'était long. Ça durait, plus d'1 quart d'heure, hein, j'ai regardé ma montre. Tu te rends compte? Ce qui est plus que, genre, cumuler, au moins, 4 ou 5 des matchs qu'on aura eu dans la soirée, quoi. Ouais, ouais, ce qui prouve bien à quel point les créatifs ne sont pas créatifs par moment à la WWE, hein. Ouais, Certains sont effectivement. récréatifs, mais ils font pas a priori les beaux jours. Par contre, je les félicite pour être un expert du divorce. Je les félicite totalement de gérer un divorce en 15 minutes. Il faut qu'ils viennent nous donner des leçons en France parce que chez nous, c'est plutôt entre 6 mois et 2 ans, quoi. Bon, bah, on va pas se plaindre, heureusement. À mon prochain divorce, eh ben, j'irai à la WWE pour régler tout ça. Ah là, ça va être une feud au long cours, là, 2 ans, de rivalité avec Chris. Je ne suis pas prêt. Heu, bon, du catch, messieurs, il y en a quand même eu, il y en a eu beaucoup. On en parlait juste avant. Il y a eu 8 matchs en tout, 8 affrontements. On va passer assez rapidement, sur la plupart de ces courts matchs, tout en donnant un petit peu nos avis puisque, grosso modo, l'idée, c'est un peu toujours de nous montrer, de mettre en lumière, on va dire qui va être un petit peu au top des programmes dans les mois qui viennent. Et on gardera la grosse storyline, hein, avec Kevin Owens pour après. Alors, dans l'ordre, on a eu un match entre Drew McIntyre et Matt Hardy, un Matt Hardy qui revient avec un gimmick, une sorte de résumé de tous ses gimmicks, j'ai l'impression, hein, puisqu'on a droit à Matt Hardy, Hardy Boys, je me demande s'il n'y a pas un peu de Matt, 2.0 et puis il nous fait des chants d'Elite. Il a sa mèche blanche là, donc j'ai l'impression que c'est un petit best-of de toutes les gimmicks de Matt Hardy. Ça ressemblerait presque à un tour d'honneur, mais j'ai l'impression qu'il fait des tours d'honneur, tous les ans là, Matt Hardy.
Drew McIntyre était là et Drew McIntyre, il a claqué quand même. Il s'est quand même donné un peu de peine. Il y a des mecs comme qui travaillent leur sujet avant de venir pour essayer de nous vendre ce match où il a dit effectivement que, mesdames et messieurs, Matt Hardy est un nouveau papa puisqu'un nouveau fils est arrivé, un nouveau prince est arrivé dans la famille Hardy. Ils se connaissent depuis longtemps, mais Matt Hardy a fait quand même des mauvais choix en dehors du ring et se reproduire ressemble à un de ses mauvais choix. Du coup, il propose à Matt Hardy de partir, quoi, de le laisser partir tranquillement avec son fils plutôt que de se faire ridiculiser. Matt refuse et il se prend une grosse branlée. Mais il a raison, ce Drew McIntyre. Matt Hardy, il est fini, il est mort, il est cuit. Non, mais vous avez vu dans quel état il est, finalement, les gars, là? Tu dois le croiser souvent à la cantine de l'EHPAD, non? Mais ouais, non, mais Matt, c'est un des aficionados de l'EHPAD, quoi. Hein. Il se déplace qu'en chaise roulante. Hein. Il n'y a que pour Raw où il se lève de sa chaise. Mais sinon, sorti de ça. Non, mais le mec, il a les 2 genoux en vrac, il a le dos en vrac, il a les épaules en vrac. Ce gars, c'est une momie vivante, quoi. Bon, c'est peut-être son tour d'honneur, là, Kyrias. Là, c'est place aux jeunes. Ouais, place aux jeunes, ouais, c'est ça, ouais. Il met en valeur les petits jeunes, Drew McIntyre, ça fait un moment qu'il est là maintenant. Mais je préfère voir, McIntyre mis en avant par Matt Hardy, ça lui donne un peu de star power. Et puis, le Claymore a encore bien été utilisé, donc comme arme fatale. J'étais assez étonné parce que il nous a teasé un Claymore Kick out of nowhere. On l'a toujours pas eu. Kick out of nowhere de Drew McIntyre dans sa petite rivalité annexe avec Randy Orton. Donc j'attends de voir. Moi, elle m'a bien teasé ce début de rivalité donc entre Orton et Drew McIntyre. J'espère qu'ils n'en resteront pas là. Un autre match. Pour mettre en avant les stars de demain, Aleister Black affrontait Akira Tozawa dans un match court avec un Black Mass à la fin. Akira Tozawa est donc mort entre les cordes. Voilà, Aleister Black qui cherche la bagarre et qui a enfin trouvé la lumière et qui dorénavant nous propose un match chaque semaine. Finalement, il a enfin trouvé la porte. Il a compris comment ça fonctionnait à la WWE, j'ai l'impression. Ah, il aura mis le temps. Oui. Effectivement. Il galère, Aleister. Là, franchement, il est dans une galère, quoi. Mais bon, finalement, il nous tease une rivalité avec Buddy Murphy, qui est peut-être la meilleure des choses qui puisse arriver, quoi. Mais je suis tellement surpris par le traitement d'Aleister Black, de toute façon, depuis son arrivée dans le main roster, que maintenant, je m'en étonne même plus. Ouais, Buddy Murphy qui a eu un match également, il a disposé de Zack Ryder, voilà, pareil, dans un match qui a duré 2 minutes, Murphy Law. Donc effectivement, ces deux bonhommes vont quand même croiser le fer là à TLC. Est-ce que c'est une affiche qui t'intrigue, qui t'intéresse, Kyrias? Ah, tout à fait, ouais. On les a vus à NXT donner des bons matchs les deux là, et Buddy Murphy est en belle forme. Il a l'air d'en vouloir en ce moment. Donc s'ils peuvent nous laisser quelques minutes, plus que peut-être une bonne quinzaine de minutes entre les deux, ça peut être pas mal, quoi. Après, faudra voir le temps qu'on va leur le laisser, mais Aleister Black et Buddy Murphy, ils en ont sous la pédale pour un match de pay-per-view. Effectivement, c'est enfin on doit un petit peu de lumière pour ces hommes de l'ombre. Ouais, c'est un match qui a du potentiel, en soi. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a rien en jeu, quoi, derrière ça, quoi. Ah ouais. C'est de la low mid-card, quoi, sans enjeu particulier. C'est un petit peu ça qui me dérange, quoi. Voilà, quoi. C'est un petit peu slower, ce truc, quand même, quoi. Ouais, je sais pas, il y a quand même. Enfin, toi, bon, voilà, Buddy Murphy, c'est un mec sûr de lui qui se la pète. Il est allé toquer à la porte de Aleister Black. Voilà, maintenant, c'est deux mecs qui veulent montrer qui a la plus grosse, quoi, qui mérite vraiment le futur spotlight. Donc, ça suffit, toi. Il n'y a pas forcément besoin de. T'aurais préféré qu'il y ait un peu plus d'enjeu dans ce match? Ouais, un peu de l'enjeu, pas forcément dans le cadre d'une ceinture, mais déjà au moins
on a une petite stipulation, tu vois, on est à TLC, là on arrive sur un pay-per-view spécial. Et c'est ce qui me dérange un peu dans le booking de ce pay-per-view depuis le début, c'est que ça manque un peu de, tu vois, ça manque un peu de stipu, ça manque un peu de, voilà. Donc du coup, Aleister Black, Buddy Murphy, vu la qualité des deux molosses là, c'était l'occasion de faire un truc un peu sympa, quoi. Bah, ils auraient pu faire, toi, comme là, ils avaient une sorte de ils auraient pu construire, là, on avait un petit peu ça finalement, une sorte de rivalité parallèle où les mecs, se lancent des défis, genre: «Ah bah, cette semaine, c'est moi qui vais gagner le plus rapidement possible», par exemple, tu vois? Ou alors, «Cette semaine, tu vas voir mon finisher, va être le plus fort», ou toi, se lancer des petits défis en parallèle pour à la fin arriver enfin à un match entre les 2 avec une stipulation un peu compétitive aussi, toi, entre les 2 mecs, toi, qui aurait pu être pas forcément un alors du coup, c'est pas forcément lié à TLC, mais tu peux pas avoir des tables et des chaises dans chaque match, mais une petite stipu, ouais, peut-être qu'aurait pu être sympa. Mais bon, après, c'est le problème avec ces pay-per-view à thème là, toi, il y a jamais de bon moment, pour lancer, des nouvelles rivalités quand tu arrives à TLC, en fait, et le problème, c'est que c'est exactement ce qui se passe. On lance plein de nouvelles rivalités juste avant TLC. Qui est en fait, c'est antinomique, quoi, parce que TLC est censé être, dans une avancée, toi, assez, enfin, un stade assez avancé justement d'une rivalité où on commence à sortir les stipulations. Là, finalement, on se retrouve avec plein de matchs qui vont être des first time, où on est obligé de rajouter un peu des stipus, donc c'est un peu compliqué, hein, à gérer leur histoire. Allez, on va revenir à quelque chose, je sais pas si tu fait plaisir, Chris. On parlait de Mexicains là. On a eu un match entre Andrade et Humberto Carrillo, puisque Zelina Vega il y a eu une petite séquence interview backstage, et puis, Andrade n'a pas aimé comment Humberto Carrillo a parlé à Zelina Vega, je crois. C'était une petite embrouille de ce style-là. Ouais, enfin l'embrouille, elle a eu surtout lieu entre Andrade et Vega. Ouais, ils se sont engueulés, hein, les deux. Hein. Là, on parlait de Ah, ça, divorce. c'était après le match. Ah, c'était après le match, ouais, c'était après le Ah match. ouais. Là, je te parle de qu'est-ce qui a mené à ce match-là. Je crois que c'est Excuse-moi. Humberto Carrillo a parlé mal à Vega, et ça s'est retrouvé sur le ring, dans un match qui, lui, a au moins le mérite de durer plus de 10 minutes. Un match évidemment très technique entre les 2. Et Zelina Vega, effectivement, tu l'as dit, Chris, tu l'as teasé en tout cas. À un moment donné, il y a un spot avec Carrillo qui contre un dropkick, et Vega qui est dans les cordes, et Andrade, bah, il doit éviter sa manager, et du coup, Carrillo en profite pour bah, un petit roll-up, il me semble, non, pour la Oui, victoire. Ouais. Un c'est petit ça. roll-up, et du coup, bah, victoire de Humberto Carrillo sur Andrade, qui enchaîne les victoires avant de se taper toujours une petite défaite out of nowhere. J'ai l'impression d'être un peu dans une boucle là, pour Andrade. Qu'est-ce que t'en penses, la Chris, toi qui es un grand fan, hein, du bonhomme? Ah ouais, Andrade, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Avant son arrivée à WWE, à NXT, il a fait un run fantastique, quoi. Moi, j'ai adoré tout son run à NXT. Bon, un peu à l'image d'Aleister Black, je suis un peu déçu de son traitement dans le main roster. Mais pour moi, ça reste une valeur sûre. Mais moi, j'ai été surtout intrigué par ce qui s'est passé à la fin, pour le coup. Par cette engueulade là avec Zelina Vega, quoi. Et est-ce que c'est quelque chose que tu es juste sur l'instant, ou est-ce que ça nous annonce peut-être un petit peu une forme de divorce, un nouveau divorce à la WWE? Jerry Lawler, vite! Oui, ramenez-nous Jerry. Et du coup, je suis assez curieux. Pareil, je sais pas où ça va mener, mais c'est pareil. Bon, Humberto Carrillo, pour l'instant, je suis un peu sceptique sur le jeune homme, mais justement, je lui laisse le bénéfice du doute du fait qu'il est jeune et qu'il a encore du temps pour se former, quoi. Oui, il a l'air d'en vouloir en plus. Il a l'air très motivé, ce garçon. Ouais. Kyrias, qu'est-ce que tu penses de on va dire, de cette rencontre entre les deux là? Oui, effectivement, Carrillo, il est encore un peu green, hein, mais il tente pas mal de trucs dans les cordes qui n'ont pas l'air très faciles non plus. Ouais, non, c'était plutôt diversifiant, pas diversifiant, mais divertissant. Pardon. Ah, ça peut être les deux, mon capitaine. Ça peut être Aussi, ouais. Ouais. Les mecs, on les a jamais vus l'un face à l'autre, je crois, donc Ouais, non, c'était une bonne rencontre. Andrade, ouais, pareil, je suis assez intrigué, pardon, par le début d'amorce de Bisbee entre lui et entre Andrade et Vega. Donc pourquoi pas.
À voir ce que Ça ça vous fait donne. pas un peu peur, justement, ce teasing de mésentente entre les 2? Parce que clairement, Zelina Vega fait un boulot formidable pour Andrade. Andrade, enfin, c'est un couple qui fonctionne super bien Ah oui. et finalement, ils ont toujours rien fait. Ils ont jamais, ils sont ouais, c'est ça, ils retournent toujours un peu à la case départ, à chaque trimestre. On a toute une série de matchs, Andrade très compétitifs, on l'envoie au casse-pipe, si je puis dire, parce qu'il s'en sort toujours avec des super matchs et il tire des super matchs de ses adversaires, que ce soit contre des jeunes, que ce soit contre des vétérans. Il enchaîne toujours les super prestations et parfois même des grosses victoires, hein, et à la fin, il se fait toujours avoir, il finit toujours par avoir une défaite un petit peu en mode upset comme là on a eu face à ce petit jeune et finalement on n'a jamais vraiment testé Andrade et Zelina, dans une vraie storyline, donc est-ce que c'est pas dommage d'amorcer déjà une dissension entre les 2? Est-ce que ça risque pas de porter préjudice à ce couple, Chris? Ouais, alors après, il y a peut-être l'affaire, c'est la femme de Mr. Black. Et peut-être que Alistair Black, il en a un peu marre de voir Andrade traîner tous les lundis avec sa femme. Donc, je sais pas, ça va peut-être nous amener à un truc entre Andrade et Alistair Black. Non, moi, ce qui me pose surtout le souci avec Andrade, c'est que moi, j'aimerais le voir dans de la title picture, quoi. J'aimerais le voir lutter pour le titre US. J'aimerais le voir dans des title shots. Voilà, je sais pas forcément quelle ceinture exactement, mais j'aimerais le voir plus haut dans la carte, quoi. Pour l'instant, bah, tu l'as bien dit finalement. Pour l'instant, il reste, il fait des grosses perfs, il est solide et tout, mais il reste dans de la low mid card où pour l'instant il s'y passe pas grand chose, quoi. Il est un peu dans le ventre mou de la WWE et c'est dommage parce que moi je crois que ce mec il a un vrai talent, quoi, et que s'il était utilisé dans les rosters comme il était utilisé à NXT, eh ben, je pense qu'on n'aurait pas fini d'en causer du Andrade. Et toi alors Kyrias? Moi, je pense que enfin, je pense que c'est temporaire la mésentente entre les deux, entre le manager et son poulain. Parce que Zega, je sais pas si Andrade a le niveau au micro pour rivaliser avec d'autres bons orateurs de la WWE. Ah c'est mort, Mais, c'est mort. mais Zelina fait bien le boulot pour lui, du coup, donc ce serait dommage de les séparer tout de suite. Mais oui, effectivement, il pourrait mériter d'être plus haut comme personnage. Il a pas encore eu de gros push auprès d'une ceinture qui puisse l'établir comme une vraie menace, quoi. Ouais, c'est toujours ce problème à la WWE de trouver la star latino qui va succéder à Rere, quoi. Parce que, d'ailleurs, la preuve, hein, Mysterio, actuellement, il est dans un gros momentum, mais parce que la WWE, il n'y arrive pas, hein, avec cette fameuse star latino, quoi, hein. Elle le trouve pas pour l'instant. Pourtant, elles sont là, ces stars, c'est à eux aussi de les créer. Ils sont très largement, responsables, de cette situation. Je Alors si effectivement le fait que, Andrade, pipe pas un mot en anglais, pour eux c'est, un no-no, effectivement dans ce cas-là, il faut passer à autre chose. Mais, justement Zelina Vega faisait le boulot pour le rendre over et c'est vrai que c'est dommage de passer autant à côté de ces mecs, ce type de mecs-là. Bon, on va voir ce qui va les attendre, mais, effectivement, il y a, à la recherche de la nouvelle star latino, une émission présentée par Chris peut-être, à la Voilà. rentrée. Ouais. Bah, on recherche aussi des nouvelles stars dans la division tag team, tiens, puisqu'on a eu, un open challenge lancé par les Viking Raiders, pour, je sais même plus, est-ce que c'était un match pour le championnat? Ouais, c'était un match pour le championnat, il me semble, hein? Ou Ah, peut-être pas forcément? le Raiders Street Profits. Ah, mais ouais, c'était un Open Challenge, hein. Donc Oui, c'est ça, oui. c'était un Tag Team Championship, tout à fait. Eh ben, qui a répondu? Tu l'as dit, les Street Profits qui sont arrivés par les gradins, enfin par les gradins, qui font un détour par les gradins, les travées, comme à leur habitude avec leurs petits gobelets rouges. Vous avez vu, il a même un collier avec des petits gobelets rouges, Ouais, ouais, le son Montesford. Ce mec est complètement fou, hein, Montesford. Je pense Ah ouais. qu'Angelo Dawkins, des fois, il doit se dire: «Mais c'est qui ce mec avec qui je suis, quoi? Je vais rester parce que grâce à lui, je suis dans la lumière», mais le mec, je pense il finit les rails de coke de Ric Flair, hein, parce qu'il est
en feu, Montesford. Alors, le match n'aura pas duré longtemps. Je crois, messieurs, que c'est un peu le reproche que vous allez faire. Mais il y a une intensité et surtout, il y a. Bah, ok, les Viking Raiders, ils sont à côté de la plaque en termes de booking. C'est pareil, c'est un peu comme tous ces mecs de NXT, on sait pas trop quoi en faire. Mais les mecs, là, les 4, là, ils s'étaient taqués dans ce match. Il y avait de l'intensité. On s'est fait un petit check à la fin. Les Viking Raiders ont gagné. Enfin, une belle petite victoire contre des gars qui sont pas des no-name. Mais quelle intensité, là, en 5 minutes. Ouais, c'est bien dommage que ça ait duré que 5 minutes d'ailleurs, quoi, hein, parce que oui. là, il y avait un gros potentiel dans ce match-là. Moi, j'étais super happy. Hein. Déjà, voir les Viking Raiders proposer un Open Challenge, c'était l'assurance que pour une fois, on n'allait pas avoir de jobber, vu qu'ils sont abonnés aux jobbers, les Viking Raiders. Et quand j'ai vu que c'était les Street Profits qui débarquaient, je me suis dit, putain, ça va être bon, ça. Et puis 5 minutes après, je dis, c'est déjà fini, putain. Donc c'était un petit peu dommage que ça se termine comme ça, quoi. Et puis voilà, du coup, 2 équipes face, donc qui à la fin se félicitent mutuellement et tout ça. Donc tout ça, c'était un bel esprit, donc c'était plutôt bien. Trop court, mais bien. Et du coup, quel est le programme pour les Viking Raiders pour TLC? Un On open, en sait plus? un open challenge. Ah si, non mais je suis sérieux. Hein. Ça a été annoncé ce matin. Un Open Challenge pour les Viking Raiders. Voilà. D'accord. C'est bien. Les mecs n'ont vraiment aucune inspiration, c'est dingue quand même. L'Open Challenge, c'est vraiment genre dire bon, c'est vraiment pas quoi mettre. Alors on se laisse, on pourra décider. Vince pourra décider vraiment au dernier moment. De toute façon, c'est ce qu'il fait, mais là, il pourra vraiment légalement décider au dernier moment qui il envoie. J'imagine bien toutes les tag teams de Raw et de SmackDown et de Maubeuge et j'en sais rien qui attendent dans la Gorilla Position là, et Vince qui fait ce sera vous. C'est dingue de pas avoir un vrai programme pour ces mecs là, mais bon. Ouais, c'est bien triste. Ouais, ce sont les champions pourtant et ils ont rien comme programme. Pourtant, triste, je crois que ça faisait longtemps. Enfin, il y a rarement eu autant de talent dans les divisions tag team. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on a quand même une belle division tag team à travers les trois shows. Et c'est incroyable de se dire que les mecs n'arrivent même pas à lancer une storyline, enfin, un programme quoi pour ces mecs-là, quoi. Qui en plus une fois de plus en ont conscience, puisque même dans leurs promos, ils en font référence. Quoi. On dit grosso modo, pour l'instant, on nous envoie du menu fretin, nous on la guerre. Donc ok, même ce combat-là face au Street Profits, c'est cool, ça nous met le sourire et il y a une grosse ambiance et tout, mais enfin je dirais presque c'est le minimum pour ces mecs-là, quoi, des Viking Raiders. Donc à voir. Une petite piècette là sur l'Open Challenge. Chris, d'après toi, qui pourrait répondre à... Pour moi, ça va être du bis repetita. Hein. Je pense qu'on va avoir gros Street Profits. D'accord, ok, tout simplement. Bon voilà, dans un match de 4 minutes au lieu de 2. Je pense à Ziv aussi, moi, plutôt. Ah, pas mal. Ah, j'avais pas pensé à eux, tiens. Mais oui, les fameux, ça c'est... On en a déjà parlé, mais les mecs, les mecs ont un ego de ouf, ils adorent dire, regardez, on est les meilleurs tag team du monde, on a un trophée pour le prouver. Ils en font rien. Ils ont tous les outils, ils ont tout ce qu'il faut pour écrire des programmes de weekly, hein. C'est incroyable qu'ils y arrivent pas. Ouais, effectivement, on aura l'air bien si c'est ni l'un ni l'autre. Je veux dire, à TLC, c'était un truc à booker facile, quoi. Tu faisais un TLC match avec les Street Profits, les OC et les Viking Raiders. Putain, là, t'as un match, là, mais t'as un match de furieux, là. Tu sais quoi? Et pourquoi pas, ce serait pas mal qu'ils fassent ça à TLC. Open Challenge, et les 2 équipes arrivent en même temps. Ouais. aussi, et ils arrivent exactement en même temps, et du coup, ça devient une triple frite. Voilà. Pourquoi pas? Bon, allez, faut croiser les doigts. En général, ils arrivent toujours à s'en sortir en pay-per-view. Ils font de la merde en weekly, et puis en pay-per-view, ils arrivent à retomber sur leurs pieds. On sait toujours pas ce qu'il y a dans la cage d'Eric Rowan. Non. Malgré le fait que le jeune jobber local s'est sauvé, il est allé sous le Titantron, il a volé la cage, il est parti avec, et du coup, il a essayé de provoquer des comptes à l'extérieur, mais Eric Rowan lui a botté les fesses. Bon, voilà. J'ai trouvé ça pas mal, le jobber, là.
Il est moins con que les autres, celui-là. Hein. Ouais, un peu moins. D'habitude, on a les jobbers locaux, là, on a toujours droit à des abrutis finis, quoi. Et là, pour une fois, on a un mec qui a tenté un truc, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et d'ailleurs, c'est malheureux, j'aurais même aimé citer son nom à l'antenne, mais bon, même son nom n'a pas donné au début du match. Le pauvre. Du coup, genre qu'on voyage dans le temps là depuis tout à l'heure. Alors, Kevin Owens, ça arrive, hein, mesdames et messieurs. Juste avant, on va parler de la division féminine avec Charlotte et Becky qui se mettent d'accord. Enfin, c'est pas ça. Il y a d'abord un peu de compète, puisque Becky Lynch et Charlotte se croisent et Becky Lynch dit, elle parle du match de Charlotte la semaine dernière où effectivement elle a failli battre les Kabuki Warriors et Becky Lynch dit bah attends, moi je vais y arriver moi cette semaine. Donc on a un match de Becky Lynch contre les Kabuki Warriors. On nous refait un peu la même chose avec effectivement une championne qui résiste, qui à plusieurs reprises manque vraiment de gagner. Et c'est à la faveur d'une disqualification d'Asuka qui sort la chaise que Becky Lynch donc, remporte ce match donc via disqualification. Un petit peu plus tard, rencontre entre Charlotte et Becky. Becky lèche ses plaies et Charlotte est avec elle. Elles se mettent d'accord. Elles ont un ennemi en commun. Elles se détestent cordialement, mais elles ont un ennemi en commun, les Kabuki Warriors, qui d'ailleurs vont passer à tabac Charlotte à 2 mètres de Becky sans que l'autre elle intervienne. Elle sort du vestiaire après avoir parlé avec Becky et fait ah, salut à demain. Et l'autre lui tombe dessus, elle gueule à la mort et Becky, bon après tout elles se détestent, elles l'ont dit. Donc on va avoir un TLC match, mesdames et messieurs, Kabuki Warriors contre Charlotte et Becky. Bon bah Becky qui a tenté la même que Charlotte. Je crois Kyrias que comme moi tu n'avais pas trop aimé le fait que Charlotte ait tenu autant tête aux Kabuki Warriors la semaine dernière. J'ai du mal avec le booking de Charlotte en ce moment, enfin surtout son in-ring. Hein. J'ai l'impression qu'elle contre tout, elle laisse rien passer quoi. Ouais, ça. Par rapport à ses adversaires, elle est tout le temps bookée super forte et limite omnisciente par rapport à tous les coups qu'elle va recevoir quoi. Ouais, bah, Et exactement. ça m'énerve un petit peu. Enfin, c'est un ressenti. Hein. Après, elle est toujours aussi pro dans le ring, il n'y a pas de problème. Hein. Mais non, je trouve ça un peu poussif, le côté Charlotte domine le monde, quoi. Et Becky, est-ce qu'elle a dominé le monde ce soir? J'aurais souhaité une autre fin, en fait, plutôt que Asuka sorte une chaise, un petit beatdown un peu plus sévère, peut-être, sur Becky, histoire de prouver que les deux étaient vraiment... les Kabuki Warriors, c'était vraiment des menaces réelles pour les deux, quoi, pour Charlotte et pour Becky. Donc ouais, après ça fait le taf, quoi. On va avoir un beau match à TLC. Ça, je suis impatient de le voir celui-là. Et toi, Chris? Ouais, moi je suis assez enthousiaste en fait. J'ai plutôt bien aimé le match. Bon, ce que j'aime pas en fait, c'est le handicap match. Ça, c'est ça qui me défrise, quoi. Ça m'emballe pas plus que ça, les handicap match, quoi. Bon, ça se termine toujours de manière un peu bizarre. Donc, pas de surprise du fait que ça se termine en DQ, quoi. Mais moi, pour le coup, par contre, je suis assez hypé par ce match à TLC. Je trouve que là, il y a un super star power, là, quand même, mine de rien, Becky Lynch, Charlotte, face aux deux japonaises qui sont flamboyantes depuis qu'elles ont le titre par équipe. Et je suis assez, je suis assez enthousiaste, moi, pour le coup, là-dessus. De toute façon, je suis globalement pas mal enthousiaste sur la division féminine Arrow. Je trouve que Arrow, ça matche bien chez les filles et que c'est beaucoup plus cohérent que ce qui se passe, à SmackDown. Et donc bon, là où je rejoins, je sais plus lequel de vous deux qui a dit ça là tout à l'heure là, mais là par contre, ce qui était complètement con, c'est effectivement le segment dans le locker room avec Charlotte péter la gueule à 40 cm de Becky et qui elle ne bouge pas quoi. Ça c'est vrai que ça c'était quand même un peu too much quoi. Mais sinon, pour le coup, ça a été un de mes moments toute cette phase segment entre Becky et Charlotte qui se disent bien, d'ailleurs on s'aime pas, mais bon là on s'est trouvé un ennemi commun et tout, après un match derrière qui tient la route et puis après à nouveau un segment, j'ai trouvé que là tu vois il y avait du taf,
à la différence du divorce entre Rousseff et Lana et plein d'autres conneries comme ça. Au moins là, on s'est dit, ah, ils ont un peu taffé quand même. Ouais, effectivement, c'était un espèce de second fil rouge avec 2-3 séquences backstage. Effectivement, au début, c'est Charlotte qui a proposé de faire un 2v2 et Becky qui a fait non, non, d'abord faire mon handicap match pour te montrer que moi je peux y arriver. Donc j'ai bien aimé effectivement le côté compète. Finalement, les deux n'y arrivent pas et là, effectivement, elles vont pouvoir se mettre ensemble. Donc effectivement, il y a une volonté de construire un petit peu d'un point de vue storyline, scénario, ce match. Donc c'est tout à leur honneur. Bah, justement, l'autre gros fil rouge, on y vient enfin, je vous l'ai mis bien de côté depuis le début, c'est cette histoire-là de Seth Rollins. Est-ce qu'il est de mèche avec AOP? Est-ce que Seth Rollins nous fait encore un coup, par derrière? Est-ce qu'il a un plan B, un plan C, un plan D? Kevin Owens, est là, il est interviewé, alors il y a plusieurs segments. Il est d'abord interviewé, il balance, il dit que d'après lui, c'est Rollins qui a demandé au AOP de l'attaquer. Mais il s'en est réchappé puisque visiblement il était il était chanceux. Il a réussi à s'évader. On n'a jamais su vraiment où AOP Où est-ce qu'il était? où est-ce qu'il était exactement, où est-ce qu'il était détenu. L'amiral m'avait informé en direct la semaine dernière lors de notre analyse que il avait tweeté en fait Kevin Owens genre 2 heures plus tard pour dire ouais, en fait c'est bon, je suis sorti. Et donc on n'a jamais vraiment su ce qui s'était passé. Donc Kevin Owens a une mission pendant ce Monday Night Raw, c'est de retrouver AOP pour leur botter le cul. Et justement, tu en parlais, Chris, ils croisent le chemin de Rey Mysterio, ils se font un petit check, un petit câlin. Et Rey, j'ai beaucoup aimé cette interaction. Rey, il fait: «Ah, si t'as besoin d'un coup de main, n'hésite pas». Et l'autre, il dit: «Non, mais t'inquiète, j'ai pas besoin de ça». Il fait: «Non, mais je parlais pas de moi». Et là, il lui sort donc sa barre de fer et qui tend à Kevin Owens. Et Kevin Owens prend la fameuse barre de fer qui devient tout d'un coup une espèce d'objet iconique de Rey Mysterio qui est totalement hardcore. Maintenant, il a une phase hardcore. Rey Mysterio, ça, je pense que ça doit te plaire, ça, Chris. Cette phase de Rey Mysterio complètement hardcore qui se balade avec une barre en fer. Ah ouais, non, mais le Ray en ce moment, il est sur un petit nuage, là, je sais pas ce qui se passe, là, après avoir lutté pour le titre mondial, derrière, il chope le titre US, parce que, quand même, mes grandes surprises au lendemain du Survivor Series, quoi, c'était qu'il aille choper le titre US. J'ai l'impression que la WWE, elle a décidé d'offrir un dernier run en or massif au Mysterio moi, je vois ça avec plaisir, hein, mais c'est vrai que c'est assez surprenant, tout ce truc-là. Et Ouais, il est impliqué dans pas mal de segments chaque semaine. ouais, en ce moment, là, il a le vent en poupe, là. C'est fou comment comment il est présenté. Il est présenté fort, mais en plus, voilà, il a des interactions avec tous les autres babyface du roster. Et je trouve que c'est sympa, quoi, parce que bon, lui, c'est un Mexicain qui parle bien l'anglais, donc tout de suite, ça aide, quoi. Ouais. Pour On le avoir reverra. Ouais. On parlait de la star latino tout à l'heure, mais voilà, je crois que le WWE, il est là, hein, c'est que la star latino de la WWE, même à 44 ans, bah, ça reste encore et toujours le Rey Mysterio. Et pourquoi pas, tant qu'il est là, autant en profiter, effectivement. Il a retrouvé un second souffle, clairement, là, cette année. Donc, bah, et en plus, on le retrouvera tout simplement dans le main event. C'est lui qui aura les rênes du main event. Mais on y reviendra un peu plus tard. Donc, Kevin Owens continue sa lancée. Il rencontre backstage, il croise le chemin. Il a croisé le chemin de Mojo Rawley qui fait, qui fait: «Ouais, moi je les ai vus, ils sont partis par là. Ah bah non, ils sont partis par là». Donc il commence à se foutre de sa gueule. Donc le Canadien, il lui décroche une énorme baffe dans la tronche. Ce qui nous offre un peu plus tard un segment que j'ai trouvé super entre Kevin Owens et Sami Zayn, puisque Sami Zayn, a dorénavant, comment il appelait ça? Une licence, Wildcard. ouais, voilà, il bénéficie d'une sorte de wildcard puisqu'il a une managériale, licence ou position, je sais plus. Enfin voilà, il a un rôle de manager et du coup, il a une espèce de badge, où il a accès à tous les shows à tout moment. Donc il y a une espèce de passe d'armes un petit peu entre Kevin Owens et Sami Zayn Sami Zayn qui lui explique: «Écoute, c'est pas cool ce que tu as fait à Mojo, je te connais, si tu veux en rester là, il suffit de t'excuser auprès de Mojo Rawley,
pose cette barre en fer tout de suite. On va en quitter là et en rester là. Évidemment, Kevin Owens ne veut pas en rester là. Il tabasse Sami Zayn, non, pas Sami Zayn, Mojo Rawley plutôt, pardon, et Sami Zayn qui décampe. C'était plutôt agréable, là, ce petit moment de retrouvailles entre les deux. Kyrias, qu'est-ce que tu en as pensé? Je veux la même licence que Sami Zayn pour aller dans tous les shows aussi, en tant que manager ou n'importe quoi. Non, c'était plutôt bien amené. Zayn et Owens, ils se connaissent comme personne, quoi. Donc ça roule comme sur des roulettes. Et non, c'était très très agréable ce moment avec Zayn et Mojo Rawley. On sait toujours pas plus que ça pourquoi il est à l'écran, mais il est à l'écran. Ouais. Alors j'étais un peu vite en besogne parce que juste avant, en fait, il y avait un segment un peu plus long que ça. Juste avant, en fait, il y avait déjà Seth Rollins et Kevin Owens qui ont discuté. Alors Seth Rollins, voilà, il dit ouais, t'inquiète pas, moi je suis pas avec EOP, ça me concerne pas. Kevin, c'est non mais c'est encore un piège tout ça, vous allez m'attaquer. Et EOP arrive et Seth donc part tout simplement. EOP je sais plus s'ils sont là. Ah non, ils arrivent vers le ring à ce moment-là. Et du coup, Kevin dit qu'il va venir chercher EOP et qu'il va trouver Seth. Avec EOP qui fait une espèce de promo, encore on comprend rien. Et c'est seulement à ce moment-là que Sami Zayn arrive. Vous voyez, il y a quand même un gros fil rouge pour Kevin Owens, qui est un petit peu l'homme fort de la soirée. Et tout ce petit monde va finir par se retrouver puisque Kevin Owens finit par tomber sur le gros SUV de EOP. Et au moment où il l'ouvre, il se fait attaquer. On a entreaperçu une ombre à l'intérieur du SUV. Il se fait tabasser par EOP et l'ombre, la silhouette se révèle. C'est évidemment le mastermind, le maître l'architecte Seth Rollins qui apparaît avec sa veste en cuir. Tabassage de Kevin Owens. C'est donc bien Seth Rollins qui était... Alors, il nous les explique un peu plus tard, tout son schéma, pourquoi il en est arrivé là. Il prend son micro, il nous explique que finalement, il l'a fait parce que ce sont les fans qui l'ont poussé à le faire. Il a tout fait pour obtenir, faire plaisir aux fans finalement. Et c'est vrai, il a raison, il a battu, et il faut le rappeler, il a battu quand même Brock Lesnar 2 fois cette année. Il a ramené le titre à Monday Night Raw. Eh ouais. Eh ouais. Il a tenu parole. Les gens ont fait de Seth Rollins leur porte-étendard de mettre fin au règne de terreur de Brock Lesnar. Il l'a fait et en échange, il a reçu quoi? Des huées, des sauts de merde sur la tronche. C'était pas de la pâtée pour chien, mais presque. Et du coup, il s'est retrouvé un peu poussé par le public à aller du mauvais côté obscur de la force. Et du coup, maintenant, il est vraiment avec EOP. EOP est là. Et il part. Alors que Kevin Owens, lui, se fait tabasser, il me semble, et qui finira dans l'ambulance. Kevin Owens repart en ambulance. Alors, est-ce qu'il a raison, Seth Rollins? Est-ce que c'est à cause de nous? Alors, vas-y, Chris. Vas-y, Kyrias, à toi l'honneur. Non, je vais juste faire un petit détail. Les ambulanciers ont bien galéré à remonter Owens dans l'ambulance. Ça m'a fait marrer. C'est vrai, c'est vrai. Et tu voyais Kevin Owens qui essayait de pousser lui aussi, qui essayait d'aider. Vas-y, Chris, je t'en prie. Non, mais moi, en fait, je rejoins ce que disait Yerem, c'est-à-dire que moi, je trouvais que Rollins avait raison pendant sa promo. Il a dit des choses très justes, qu'il s'était battu toute l'année, qu'il était un champion, qu'il était là lundi après lundi après lundi, parce que bon, on peut quand même signaler au peuple du catch, au peuple de catch-up, que on en est à 3 lundis consécutifs sans voir le champion de Raw. Il est même pas évoqué, quoi. S'il n'y a pas un catcheur pour en parler, il est même pas évoqué, le mec. Lesnar, il est reparti en mode fantôme, quoi. Et moi, j'ai trouvé que la promo de Rollins, elle tenait la route. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que j'avais déjà constaté auparavant. Je crois que on en avait longtemps parlé avec Ringside, mais finalement, moi, je suis assez content de revoir Rollins en heel parce que je le trouve très bon en heel. Et je trouve qu'il dit des vérités, cet homme.
Et j'ai trouvé que ce qu'il a dit à Raw, c'était complètement cohérent. Dans le sens où voilà, le public a commencé à lui balancer des sauts de merde et tout ça, alors que pour quelle raison finalement personne ne sait véritablement. Et que bah voilà, et que s'il tourne du côté obscur de la force, bah c'est un peu parce qu'il y a été un peu forcé quoi. Hein, c'est un peu à coup de pied au cul quoi. Et moi je trouve que il avait raison cet homme. Pas vous? L'architraître, enfin. L'architraître. Oui, l'architraître est de retour. Enfin, il est de retour, oui. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, surtout pour Rollins sur lui-même, son personnage commençait effectivement, et dans son discours de heel, bah, il dit quelques vérités quand même, comme tu le fais remarquer. Donc non, c'est bien. Moi, je suis content aussi de ce résultat. Ouais, et puis je trouve que ça va mieux avec, tu vois, avec sa voix. Rollins, il a un peu un ton un peu nazi, machin, etc. Et en face, il y avait des moments où je trouvais que ça passait pas, quoi. Alors que quand il est heel, eh ben, je trouve que ça passe super bien, quoi. Quand il en met plein la gueule au public, là, quand il est sur la rampe et qu'il en met plein la gueule au public et qu'il vous fait tout chier, vous avez pas arrêté de me balancer des sauts de merde, alors que j'ai pas arrêté de vous dire que je me battais pour vous, que j'étais là tous les lundis, j'ai battu 2 fois Lesnar, mais il vous faut quoi de plus, bande de cons? C'est vrai ça. Il vous faut quoi de plus? Bah Une ouais, bonne question. sérieux quoi. Et c'est quand même hallucinant. Finalement, il Ouais. a. Est-ce que Rollins c'est pas un heel turn dire par frustration finalement? Alors, qui serait frustré? Bah moi j'aurais tendance à dire qu'il y a un peu de Rollins, il y a un peu du public qui n'adhérait plus à son personnage de face depuis quelques Ouais. semaines. Ouais, bah oui. Le problème, c'est effectivement ce personnage de babyface qui n'arrivait pas à tenir pour plusieurs raisons. Tout l'histoire, lui, clairement, tu avais l'impression que il arrivait pas, j'en sais rien, pendant les réunions de booking, voilà, le mec a posé ses couilles sur la table et dire non, mais attendez, c'est quoi là, cette histoire ou ces promos là que vous me faites, vous me sortez, moi je peux pas sortir ça, je suis le champion, je peux pas me plaindre toutes les semaines parce que c'est ça qui cassait les couilles à tout le monde, c'est que toutes les semaines, il nous balançait ses états d'âme. Il Ouais, était à chaque fois obligé de justifier son comportement, donc on tournait en rond et alors ce qui était terrible parce que c'était un fighting champion. En tout cas, il a eu ses périodes effectivement de fighting champion, mais il nous prenait trop pour son psy quoi et malheureusement, je pense que c'est ça qui a saoulé les gens, c'est que les gens veulent pas entendre un babyface, un top babyface gémir et joindre, ou partager ses états d'âme, ainsi quoi, pas après avoir, battu Brock Lesnar. T'as battu 2 fois Brock Lesnar et ben, tu es pas là à te prendre la tête sur, qui tu es, où tu vas, d'où tu viens, non, il faut agir en tant que champion conquérant, et c'est là où ils ont aussi failli, c'est qu'ils ont pas réussi vraiment à embrayer sur une grosse storyline, de mecs parce que c'est quand même terrible ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a eu un mec qui a battu un catcheur qui a battu 2 fois Brock Lesnar la même année pour le titre suprême, dont une fois très, très clean. La deuxième fois quand même, il a battu Brock Lesnar parce que le mec était plus fort. Il était eh plus ouais. fort que Brock Lesnar. Tu arrives à faire ça et après, tu fais quoi? Tu sais pas. Tu sais T'as pas quoi battu le faire. boss de fin, quoi. Ouais, mais tu as battu le boss de fin, mais sauf que malheureusement à WWE, c'est pas genre le jeu est terminé et puis, tu ranges ta manette et c'est terminé. Et après, il faut continuer d'écrire quelque chose. Et en fait, bah, solution WWE, ah bah, ah, on sait pas trop quoi, on va le faire parler, on va le faire parler. Ah puis tiens, on va lui mettre notre nouveau gros méchant dans la tronche et il va se faire bouffer et puis, bah, finalité de tout ça, on se retrouve à devoir le heel turner. C'est quand même fou de se dire qu'un babyface a réussi à battre Brock Lesnar 2 fois, dont une fois hyper clean, ce qui n'était jamais arrivé, bah, si tu mets les cas Goldberg et tout de côté, vraiment dans un match compétitif, très intelligent, il avait réussi à disposer de Brock Lesnar et que juste après, tu arrives tellement pas à lui donner quoi que ce soit, que tu le fasses heel turner, quoi. Enfin, c'est le truc je pense, c'est un des trucs que genre, jamais j'arriverai à comprendre comment la WWE n'a pas réussi à construire un programme de top babyface, même si ça dure que 6 mois parce que les choses vont vite quoi, mais de top babyface pour Seth Rollins,
après avoir réussi à battre Brock Lesnar. C'est dommage. Le faire vaciller avec l'arrivée de The Fiend, ok, mais tout ça arrivait tellement vite. Et du coup, dans la même année, le mec, il a quand même battu Brock Lesnar 2 fois et il se retrouve à faire un heel turn poussé par les fans qui ont fini par le détester, alors que le mec avait réussi à faire ce que les fans voulaient qu'il fasse. Donc, je sais pas si en fait, je sais pas si ça en dit plus sur la WWE ou si ça en dit plus sur le public, quoi. Bah, moi, je suis assez d'accord avec toi sur l'analyse, mais par contre, je pense que Seth Rollins est meilleur en heel Oui, je crois que le public en avait marre de Seth Rollins en face parce que beaucoup de gens sont assez lucides sur les limites de Seth Rollins en top babyface. Il est pas, c'est comme on le dit de temps en temps à catch-up, hein, sur le nom de Seth Rollins qui pose des culs sur des sièges à la WWE. Et que ça, c'est ah bah non. c'est un vrai problème pour la WWE. Elle a du mal à installer, à Raw en tout cas, parce que à SmackDown, c'est un peu différent à mon avis. Mais à Raw, elle a du mal à installer un top babyface vraiment vendeur. Peut-être que c'est peut-être ce qu'ils sont en train d'essayer de faire avec Kevin Owens d'ailleurs, qui semble être beaucoup plus dans la vibe auprès du public en tant que babyface que ne peut l'être Seth Rollins. Enfin, en tout cas, moi, je vois ça comme ça. Ah bah clairement, enfin, l'heure actuelle, et c'est bien qu'ils aient cette rivalité-là, c'est que, avec ce nouvel alignement, en soi, je suis d'accord, hein, Seth Rollins, est beaucoup plus, naturellement, armé et disposé à être un super, heel qu'un super face. Et à l'inverse, Kevin Owens, on a beau vanter, ses mérites en tant que heel, il a un potentiel de babyface par rapport en termes de connexion avec le public qui est immense, voire illimité. Et de se dire qu'à l'heure actuelle, à Monday Night Raw, le top heel, c'est Seth Rollins et le top face, ce serait, Kevin Owens. Là, tu te dis, tout est enfin, ouais, c'est la bonne balance pour les 2. Non, mais ouais. Oh, totalement, oui. Kevin Owens, avec son humour particulier et Son humour qui- canadien. Ouais. Non, il arrive à se mettre dans la poche tout le public à chaque fois, qu'il soit heel ou face. Et du coup, là, pour la première fois, on le voit en construction pour être un top face. Euh, Ça marche bien. Et à l'inverse de Rollins, il trouve sa place aussi maintenant aussi peut-être de top heel, ce qui est pas pour lui c'est pas pour lui. J'arrive pas à trouver mes mots, pardon. Ouais, Enfin, ouais, ça lui va colle bien, bien. quoi. Ça colle bien au personnage aussi. Ça lui colle mieux, je pense, à la peau qu'un top babyface pas soigné par l'équipe de la WWE. J'aimerais avoir l'avis d'un Québécois là-dessus. Qu'est-ce qu'il pense de la situation, la Ah. géopolitique interne à la WWE? Tout à fait. Bon, messieurs, on va rapidement parler de ce enfin, du main event, puisque tout ça n'a pas fait l'objet du main event. Non, c'est bien Rey Mysterio qui a eu droit à son petit match de championnat face à AJ Styles qui va récupérer son titre. Mais malgré tous ses efforts, AJ Styles n'y arrivera pas puisque Orton est toujours dans les parages. Il arrive comme un serpent, mais il ne peut pas placer son RKO. AJ Styles l'a bien vu arriver, c'était assez drôle, j'ai trouvé, de voir Orton pris la main dans le sac, genre oh, ah bah merde, bon bah je fais quoi maintenant? Bon bah je me barre. Il sera pour la Est-ce prochaine qu'il fois. il ne l'a pas feinté le RKO quand même? Non, il est entré sur ring et en fait, AJ Styles s'est retourné à ce moment-là et du coup il l'a vu et du coup il est parti. Et du coup, Rey Mysterio en a profité pour faire un petit, voilà, un petit paquet là, bien verrouillé, pour conserver le titre. Et visiblement, on était un petit peu à la bourre sur les horaires puisque ça a vite coupé sur le visage hilar de Randy Orton qui aura son match. Donc AJ Styles pourra se venger ce dimanche face à la Vipère. Rey Mysterio qui fait le main event de Raw, voilà, qui a fait plaisir, j'en suis sûr, à Chris. Et ouais. Bon, bah, c'est Et bien. puis, C'est bien que Ray il conserve son titre voilà, à la fin de Raw. Alors par contre, j'ai pas. Vous allez peut-être pouvoir m'en dire plus parce qu'il y a un truc que j'ai pas trop pigé, c'est qu'est-ce qui se passe pour Rey Mysterio à TLC du coup? un open challenge. En fait, ça devrait être un vrai pay-per-view, ça. Quitte à faire des pay-per-view à Open challenge. Voilà. où t'as que la moitié de la carte, en fait. Que d'un côté. T'as le côté gauche qui est rempli, le côté droit, c'est open challenge. Ouais, pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal une fois dans l'année.
Bah ouais, Moi, c'est ça a ça. un côté assez surprenant, quoi. Tu mets ça sur le network, comme ça Kyrios se donne une bonne raison de le réactiver son abonnement. Ah ouais, Non, je serais... ouais, bah, pas de contender particulièrement visible pour Rey Mysterio. Ouais. Et donc, il va y avoir, parce que c'est la suite de ma question, c'est que donc on va avoir AJ Styles versus Randy. Est-ce que ça a été confirmé ce match? Bah justement, de ce que j'ai regardé, autant j'ai trouvé l'Open Challenge pour le Raw Tag Team Raider, j'ai rien vu concernant Mysterio ou un AJ Styles versus Orton, donc je sais pas. La carte, là, en tout cas moi la carte que j'ai sous les yeux là, elle est pas complète. Ouais, c'est assez bizarre. Puis faire une Ils sont triple frite, ce serait un peu. pas mentionnés non plus là sur ma source. Faut qu'on trouve d'autres sources, c'est pas possible. Ah ouais, c'est un truc de fou ça. On n'arrive pas à avoir une carte complète alors qu'on est à quelques jours du pay-per-view. C'est pas normal ça. Heureusement qu'ils ont Twitter pour booker des matchs de 2 minutes avant le début du pré-show. Hein. Parce que Ouais. là, il y a quand même un paquet de matchs. Soit c'est nous qui les imaginons, quoi, soit ils sont vraiment annoncés au dernier moment. C'est assez terrible là, le peu de temps qu'ils s'accordent eux-mêmes pour booker un pay-per-view à grosse tipu. On y revient une fois de plus. C'est un peu tordu, quoi. Messieurs, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce main event avant qu'on touche au mot de la fin? Sur ce main event, non. Non. Un bon petit main event, voilà. Pour conclure donc ce Go Home Show, comme l'a si intelligemment signalé Chris, on a quelques jours maintenant de ce pay-per-view TLC. C'était donc pour nous l'heure du mot de la fin. Messieurs, si vous voulez bien partager votre top, votre flop et votre note, Monsieur Kyrias, c'est à vous la parole. Alors, mon top, je pense que je vais le donner pour le turn de Rollins, hein, quand même. Hein, parce qu'il arrive à point. Heureusement, enfin, c'est là et l'architraître peut maintenant être sous le feu des projecteurs. Mon flop, je pense que je vais le mettre. Je pensais le mettre au départ sur l'absence de Lesnar et de la ceinture. Mais je vais plutôt le mettre en fait sur, vu que ça fait longtemps que je me suis pas exprimé là-dessus, je vais plutôt me mettre sur l'absence de GM sur les émissions en fait, et notamment sur ce Raw. Je trouve que ça manque de quelqu'un qui puisse donner des décisions de booking à l'écran quoi. Ouais, ça manque d'un William Regal, quoi. Hein. Ça manque j'allais dire la même chose. Ouais, Chris, comme on est NXT, connecté. Ah, mais ouais. Parce qu'en plus, William Regal, ce qui est bien, enfin, on le voit même un peu moins souvent qu'avant, mais tu le vois toujours quand il faut prendre une décision, poser ses couilles, mettre une grosse stipulation et mettre over un événement pay-per-view qui arrive. Là, c'est vrai que finalement, bah, la preuve, on est là à devoir regarder sur les sites internet, bah alors c'est quoi la carte pour ce pay-per-view? Alors que Ouais. tu fais, effectivement, tu prends un GM, t'en as envie. Alors, toi, c'est marrant quand même. On en avait tellement marre de ces GM là, chelous. On voyait à toutes les sauces, matin, midi et soir, avec les mecs de la McMahon Family et tout. Mais quand il n'y a plus personne pour prendre des grosses décisions, on est là à devoir checker les sources qui sont pas toujours fiables ou alors qui sont des sources un peu sèches pour essayer de dire attends, dans 4 jours, j'ai un pay-per-view, c'est quoi les matchs? Attends, il y a un problème, effectivement. Là, tu lances un gros sujet juste au moment de clôturer l'émission, là, Kyrias. Mais c'est vrai que tu te dis, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est genre, là, ça manque d'un mec qui arrive, et comme un mec comme William Regal, quoi, effectivement. Un mec Oui, c'est ça, ouais. qui arrive et qui fait alors, ce dimanche, vous voulez vous mettre sur la tronche? Eh ben, je ne vois qu'une façon de mettre un terme à tout ça et de décider qui est le meilleur. Ce sera non pas un wargame, mais un TLC match, voilà, dans un match de 60 minutes où tout est permis. Et là, la foule est en délire, quoi. Et du coup, là, j'ai la carte sous les yeux, la carte officielle pour là, de ici, où il y a 7 matchs annoncés. Ah, quand même, déjà. Alors, entre Roman Reigns et King Corbin, alors ça me fait halluciner. Hein. Ils vont aller décrocher quoi dans un tiers? Tu montes l'échelle normalement et tu vas décrocher quelque chose. Donc ils vont la pâtée pour chien. C'est bon, c'est bizarre, je m'attendais à cette réponse. Un bon d'achat pour Pedigree Pal. On a un Bray Wyatt versus The Miz, mais qui est annoncé comme
comme quoi le titre n'est pas en jeu. C'est un single match, le Bray Wyatt versus The Miz. Alors là, il va falloir qu'on m'explique. Hein. On a donc le Tag Team Championship de SmackDown avec les Revival et New Day. On a donc un single match avec Aleister Black et Buddy Murphy. On a donc le Tag Team Championship des femmes avec les Kabuki Warriors et Charlotte Flair et Becky Lynch. Rusev versus Bobby Lashley qui sera un Tables match. Et on a un Raw Tag Team Championship qui sera donc un Open Challenge. Et voilà, vous avez les 7 matchs de TLC. Donc ils y arrivent quand même, hein, mais il y a tellement de ceintures à défendre qu'il suffit de pas grand-chose, effectivement. Mais ouais, c'est un flop sorti de nulle part, mais c'est un bon flop. Fallait le placer, tu l'as fait. Et donc ma note, je vais mettre pour ce Go Home Show qui n'en était pas trop un en fait. Je vais mettre un 2,25. Et ton top, c'était quoi ton top? Le Turn de Rollins. Ah, excuse-moi, le Heel Turn de Rollins, oui, exact. Ouais, toi, Chris. Moi. Lui. Moi, mon top, je vais le donner à Kevin Owens. Même si j'aurais pu le donner, par exemple, au match féminin. J'ai bien aimé aussi tout le segment féminin. J'ai bien aimé. Je vais le donner à Kevin Owens parce que j'ai trouvé Kevin Owens génial tout au long du Raw. Il avait, comme tu l'as dit, Yerem, il a été effectivement le fil rouge de l'émission. Et avec Kevin Owens, au moins, quand il est balancé comme ça en fil rouge, on est sûr qu'il va y avoir de la bonne promo, qu'il va y avoir de l'action. Avec lui, il se passe toujours quelque chose, et ça j'adore avec Kevin Owens, quoi. Donc je lui donne, sans hésiter, je lui donne mon top. Et mon flop, je vais le donner à Brock Lesnar. Parce que moi j'ai l'impression que ça fait tellement d'années qu'on dit ça mais là franchement ce lundi je me suis dit bon allez là quand même on va le voir, il va se passer quelque chose, on va voir Eman, ou il va se dire on va parler du titre majeur de la Fédé quand même, quoi. Bah non, on n'en aura même pas parlé, quoi. Donc vraiment Lesnar, moi, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol d'avoir un fantôme en champion inexistant, quoi. Enfin, pour moi, c'est vraiment triste, ça. Oui, il faudrait juste passer au moins 2 minutes, quoi, à dire qu'il est là et. Ouais, je sais pas, faire quelque chose. Mais finalement, est-ce qu'on n'a pas tout perdu dans cette histoire? Parce que c'est pire qu'un retour au statu quo, c'est-à-dire que malgré la croisade de Seth Rollins, qui a mené effectivement à sa prise de titre par 2 fois, on se retrouve avec à nouveau, et c'est il l'avait dit, avec Brock Lesnar, champion fantôme, mais en plus on a perdu notre chevalier Seth Rollins qui est passé de l'autre côté de la force, donc on a tout perdu. Ah ouais, là c'est la totale, là. Ça, c'est la complète. Bravo les fans. Voilà, merci. L'univers. Merci l'univers de la WWE. Et puis ma note, écoute, c'était pas bien terrible. Il y a eu pas mal de matchs, mais malheureusement, entre 2 et 4 minutes, quoi, quand c'était pas moins que ça, même quasiment pour, je pense, à Rowan. Pour moi, c'est Owen, c'est les filles qui ont un peu sauvé le niveau. Allez, je vais lui mettre la moyenne, je vais lui mettre un 2,5. Ok, effectivement. Et encore, je rajouterai un mot parce que quand même, je suis en train de réaliser là. Mais mon flop, quand même, j'ai envie de mettre un co-flop parce que j'ai vraiment envie de mettre un flop à la procédure de divorce de Lana et Rousseff parce que là, vraiment, on n'est pas loin de toucher le fond quand même. Là. Ouais, bah tu sais quoi, je vais le faire pour toi. Merci, Yerem. Ah, je suis là pour ça. Donc mon flop, c'est le même co-flop que Chris, voilà. L'instant beaucoup trop long. Cette tête de Jerry King Lawler, j'ai envie de prendre une épingle et de lui éclater la tête, quoi, tellement elle est prête à exploser. Toute il m'énerve avec son t-shirt là, je sais pas, qu'est-ce qu'il raconte. Enfin bref. Insupportable. C'est pas possible de se dire que ce mec-là est là pour aider les petits jeunes à progresser, mais oh là là, mon Dieu. Le seul avantage quand Lawler il est comme ça. Samoa Joe, je le trouve très bon aux commentaires. Et heureusement qu'il est là d'ailleurs ces derniers temps. Ouais. Le niveau là. Ouais, super Samoa Joe. Je sais pas si je vais déjà donner mon flop pour son travail de commentateur, mais j'aurai l'occasion de le faire parce qu'il a l'air d'être là pour rester quelques mois et tant mieux pour nous. Bah écoutez, sinon, à des tops, j'en ai plein. J'ai plein de petits tops à droite à gauche. De la petite promo de Drew McIntyre, la petite promo de Sami Zayn qui est toujours au top. Là. C'est un des meilleurs acteurs de la WWE à l'heure actuelle. Mais tu sais quoi, je vais prendre ce top là. Tu m'as soufflé un petit peu à l'oreille tout à l'heure. C'est le fil rouge des filles. Tu as donné ton fil rouge, enfin ton top un peu au fil rouge avec Kevin Owens. Je vais donner ce petit souci de bien booker tout au long d'un weekly avec ces différentes interactions avec Charlotte et Becky Lynch où effectivement elles sont en mode compète, elles se détestent, mais on nous raconte une histoire. On nous a raconté une histoire quand même
où finalement, elles n'ont pas d'autre choix que de se mettre ensemble. Donc voilà, c'est cette volonté, voilà, il y a de ça, hein, dans Raw de toute façon. En même temps, il y a 3 heures, donc il faut bien les remplir, mais il y a des bonnes intentions. Il y a des bonnes intentions. À côté de ça, dans l'exécution, c'est pas toujours extraordinaire. Et c'est pas une bonne intention de nous foutre un divorce, 15 minutes de divorce en début de show, mais il y a voilà, une volonté d'écrire vraiment des histoires dans chaque épisode. Et ma note, j'ai préféré ça au SmackDown qu'on a analysé ensemble. Un bon 3 pour moi. Ah ouais, 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 ouais. Il y a eu franchement, il y a eu du bon catch, il y a eu des bons segments, des bonnes promos. Voilà, d'accord. après 3, c'est pas 4, hein, attention. 3, Non, c'est 6. c'est pas grave. 6, c'est 12. 12 sur 20, c'est pas non plus. Ah Quelqu'un ouais, qui veut. Attention, hein. Ça paraît beaucoup, 3, mais c'est pas non plus. Voilà. Un petit 3, donc je précise, un petit 3 sur 5 pour moi. je voudrais qu'on ait une pensée émue quand même pour certains employés de la WWE. Ah oui. Puisque nous ont quitté Sin Cara, The Ascension et surtout Luke Harper qui nous ont quittés. Ah, Et là, j'avoue Ouais. que moi, ça a fait du mal à mon petit cœur, hein, surtout le départ de Luke Harper. Hein. Pour moi, ça c'est vraiment une vraie déception quoi, de voir ce gars-là qui pour moi était l'un des meilleurs big men de WWE. Et je lui souhaite que du bonheur dans sa carrière future à la IW. bizarre Ouais, parce que il me semble que c'était sur SmackDown, dans la petite photo, enfin dans la petite image qu'on a vue de la Wyatt Family quand elle est évoquée, il y a pourtant Harper qui est là, à Ouais, mais c'est côté le passé, hein. Ça y est, c'est fini Ouais, ça, hein, mon bon Kyrias. Ah ouais, là ça y est, c'est officiel. Hein. Il est vraiment parti quoi. Donc d'accord. on va pas le voir tout de suite à la IW à respecter, mais très franchement, je serais quand même extrêmement surpris que le bon Luke Harper qui va reprendre son nom donc de Brody Lee, je serais extrêmement surpris qu'il atterrisse pas dans les filets de la fédération de Cody Rhodes et des Young Bucks. Hein. Ah, tu crois? Ah, peut-être. Ah ouais, moi, bah vous le voyez, aller où? Ah, je sais pas, il était pas bibliothécaire lui avant? À la médiathèque de mon quartier. Bah non, oui, pourquoi pas les AEW. Quand Ouais, même, un énorme potentiel ce mec-là, qui a jamais été pleinement exploité justement. Ah, il a eu quand même pas mal de blessures, hein, je crois, hein, oui, qui l'ont pas mal ralenti. il a traîné pas mal de blessures, mais mine de rien, il aura fait son chemin. Un clan marquant. Il a été champion par équipe, Wyatt Family, ensuite en Blood John Brothers. Il a été un champion intercontinental avec, Oui, c'était incroyable ça. avec un des meilleurs ladder matchs Face à Dolph Ziggler. face à Dolph Ziggler, quoi, qui a pour moi été un des Ouais. meilleurs ladder matchs des 10 dernières années. Moi j'adorais Luke Harper, quoi. Moi, vraiment, là, je suis pas objectif parce que vraiment, il faisait partie des catcheurs que je kiffais, quoi. Et vraiment, ouais, quand même, un pincement au cœur de voir qu'il sera plus là dorénavant. Bon, Sin Cara, c'est une autre affaire. On va pas s'épancher sur le sort de Sin Cara. Et moi, une petite pensée aussi à The Ascension qui, quand même, avait marqué leur empreinte NXT. Voilà, c'était à une époque où NXT n'était pas encore tout à fait NXT tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais voilà, pareil, un petit peu du gâchis pour ces mecs-là aussi, qui auraient pu tout à fait continuer à faire les beaux jours de la low card de la division tag team. Alors, il y a qu'une seule question qu'on peut se poser. Au final, Sin Cara, c'est un personnage, c'est pas un catcheur, puisque sous le masque, c'était Unico. Et Unico, d'après les sources, il va retourner certainement dans une fédé américaine. Il est annoncé du côté de la AAA ou du côté de la CMLL. Mais par contre, pour le coup, le personnage Sin Cara, lui, il n'a pas de raison d'être viré. Alors, est-ce qu'ils vont retenter un run avec ce personnage-là, ou est-ce que c'est l'abandon définitif? Je ne sais pas. Bon, là, je sais pas si c'est une question qui vaut d'être posée, le mec a le mérite d'être posée, mais on verra. Ce sera la surprise. Tant de suspense à WWE. Une première, voilà, c'est le temps des charrettes, là, ça y est. Les départs. Ouais, c'est parti. Bon, mesdames et messieurs, c'est aussi à nous de partir, là. Chris, je sais que tu veux nous. Ouais. Si je te laissais le micro ouvert, tu nous ferais 1 heure là sur
sur Luke Harper, et a raison, parce que c'était un grand homme, et c'est toujours un Eh grand oui, homme. oui, on fera peut-être un récap, sa vie, son œuvre, à 4 Bon, ben, je te laisse faire le brouillon de... Allez, je vous rappelle, donc vous pouvez nous suivre un catch-up, le podcast qui résume et analyse les shows de la WWE sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, sur toutes les plateformes de podcast, sur YouTube également. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire sur ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Gomme Show, votre top, votre flop, votre note. Les réseaux sociaux, évidemment, Catch-up CDC, Twitter, Facebook, Instagram et le Discord. Le lien est dans la description. Kyrias, je te remercie pour ta présence. C'est moi qui vous remercie de votre accueil. Chris, je te remercie et encore désolé pour Luc. Ah, je vais essayer de m'en remettre. Merci à toi, Irène, d'être si compatissant. Écoute, je vais couper le micro pour que tu puisses pleurer en silence, sans contentement. Bon, et d'ici là, on vous donne rendez-vous très bientôt pour la dernière ligne droite, c'est-à-dire l'analyse du dernier SmackDown avant ce TLC qui, finalement, a une carte déjà bien remplie, puisque Chris a été vérifié. Il y a déjà 7 matchs, donc la WWE a encore fait une fois son travail, quoi qu'on en dise. Rendez-vous à très bientôt et on vous souhaite d'ici là à toutes et à tous une bonne semaine pleine de catch. Salut, salut. Salut Kyrias, salut Irem, salut peuple de catch-up. Ah, nous, on n'a pas les moyens de se faire des voyages à Chicago pour aller voir les Survivor Series. Excuse-nous, c'est cher. Ça y est, attends. Hein, faut pas déconner. Hein. Pour mettre des pancartes botchées, quoi. Donc, hein. Ah, oh là, ça tire. Aïe. Ça tire à balles réelles, le gars. 4 le podcast puis 30 pire top 4, hein, ça va pas du tout, ça.